Nous allons débuter cette audition avec un peu de retard, mais j'excuse monsieur le rapporteur qui a été bloqué par la RATP parisienne. Donc nous poursuivons nos travaux de notre commission d'enquête avec une table ronde sur un nouvel outil qui est la convention judiciaire d'intérêt public. Pour en débattre, nous accueillons avec plaisir d'abord monsieur Vincent Fillol, magistrat actuellement en disponibilité, exerçant auprès d'un cabinet d'avocats, enseignant en droit pénal des affaires. Monsieur Fillol, vous avez précédemment exercé des fonctions de terrain, notamment au parquet national financier en qualité de vice-procureur. Vous avez également une expérience de l'administration centrale, ayant été rédacteur au bureau du droit économique et financier de la direction des affaires criminelles et des grâces, puis détaché en tant que chargé de mission auprès du directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Et nous accueillons également Nicolas Jeanne. Vous avez été agrégé de droit privé et sciences criminelles, professeur de droit pénal et de procédure pénale à l'université de Tours. Vous étiez auparavant maître de conférence à l'université de Cergy, où vous avez enseigné le droit pénal financier pendant 4 ans. Vos travaux de recherche approfondissent spécifiquement le rôle du ministère public dans la chaîne pénale et les pouvoirs publics qui lui sont dévolus, au titre desquels figure la possibilité de conclure des transactions pénales. Messieurs, en dépit de la forme particulière de cette rencontre, table ronde, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête, ça me fait drôle de le dire à un magistrat, notre conseil est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure », après avoir appuyé sur le bouton pour que vous entendiez bien sur le micro devant vous. Donc, le micro, voilà. Donc, monsieur Fillol et monsieur Jeanne. Je le jure, merci également. Je dois vous demander, messieurs, si vous avez un lien d'intérêt éventuel avec l'objet de notre commission d'enquête. Monsieur Fillol. Pas de lien d'intérêt. Et monsieur Jeanne. Guère plus. Merci beaucoup. Cette audition donc, a pour objectif de faire la lumière sur l'outil juridique qui est la Convention judiciaire d'intérêt public. Cet outil a été créé par la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2. Cette procédure permet au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public avec une personne morale mise en cause pour des faits d'atteinte à la probité. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales, etc., mises en cause pour des faits de corruption, trafic d'influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe. Elle a pour effet d'éteindre l'action publique si la personne morale mise en cause exécute les obligations auxquelles elle s'est engagée dans la Convention. Son champ a été étendu aux questions environnementales par la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice spécialisée. Comme on le sait, une telle convention judiciaire d'intérêt public a été conclue le 2 septembre 2024 entre le procureur d'Épinal et Nestlé Waters sur les infractions relevées dans les Vosges constitutives de tromperie des consommateurs, mais aussi en matière de prélèvements illégaux dans les aquifères d'eau minérale. Cette CJIP a été validée par une ordonnance du 10 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire d'Épinal. Pour autant, elle a été vivement critiquée par plusieurs associations environnementales qui ont notamment relevé la disproportion entre les profits tirés par Nestlé de ces infractions évaluées par le service national d'enquête de la DGCCRF selon la presse à 3 milliards d'euros et le montant de l'amende et des réparations infligées à Nestlé seulement 3 millions d'euros. Nous souhaitons donc mieux connaître les atouts et les limites de ces instruments juridiques. Et donc, messieurs, dans les diverses questions que l'on peut vous poser, pourquoi conclure une CJIP? Qui en a généralement l'initiative? La personne morale incriminée ou le parquet? Peut-on la contester et comment? Comment s'assurer de la proportionnalité entre l'infraction et les obligations mises à la charge de la personne morale incriminée? Avez-vous un regard sur le cas particulier de cette CJIP? Voici quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Je vous propose, messieurs, successivement, en 15 minutes, de nous faire part de propos préliminaires. Puis, monsieur le rapporteur, qui, à mon avis, aura moins de questions que les jours précédents, vous posera quelques questions, ainsi que moi-même, sachant que nous devons clore impérativement à 15h15 au plus tard, afin de nous rendre dès ce soir sur les sites d'Evian et Tonon des groupes Danone et Alma, afin de les visiter demain matin. Donc, après un tirage au sort important et tout à fait
légale, nous avons décidé que c'était M. Filleul qui parlait en premier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces propos de bienvenue et introductifs. Et je salue aussi Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les sénateurs et tous les membres de votre commission dont j'ai pu suivre avec intérêt les travaux qui sont donc publics ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vous remercie de m'avoir convié pour cette audition. Je salue le professeur Nicolas Jeanne qui est présent à mes côtés, aussi pour évoquer ce sujet. Quelques mots sur, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, mais pour vous expliquer aussi mon positionnement par rapport à ces sujets aussi sensibles, puisqu'on parle aussi de procédure pénale. Vous l'avez rappelé, je suis toujours magistrat judiciaire, mais en disponibilité depuis le mois de juillet 2023. Et je suis actuellement donc avocat, avec un serment d'avocat qui se rajoute à mon serment de magistrat. Et j'ai eu en effet la chance d'être au Quai d'Orsay quelques années entre mes années au Parquet national financier et mon début d'activité comme avocat. Donc je suis donc évidemment soumis au secret en ce qui concerne des procédures pénales que j'ai pu connaître. Et j'ai suivi, comme tout citoyen si je puis dire, l'évolution de CEGIP que je ne connaissais pas en tant que magistrat à travers la publication de ces CEGIP, y compris les CEGIP en matière environnementale, comme celle qui vous intéresse tout particulièrement dans le cadre de votre commission. Alors, tout simplement aussi pour vous rappeler que je vais citer quelques documents que je vous ai envoyés. J'espère qu'ils ont bien été reçus. Si besoin, je pourrais les renvoyer en amont de cette audition, circulaire de politique pénale et autres documents de politique pénale qui me semblent importants. Et puis, je citerai aussi peut-être quelques éléments en cours d'audition avec mon voisin sur la CEGIP environnementale. Pour les besoins de cette audition, nous avons établi au sein du cabinet, avec mon collègue que je remercie, d'ailleurs, un tableau de synthèse de toutes les CEGIP en matière environnementale. Si ça intéresse votre commission, évidemment, ce document peut être tout à fait communiqué. C'est un document qui est sur... Maître Filleul, parce que là, tout nous intéresse. Tout vous intéresse. Eh bien, nous vous l'enverrons. L'idée, c'est d'avoir une espèce de photographie des CEGIP qui sont, comme vous le savez, publics, mais en tout cas, ça pourra peut-être vous faciliter un petit peu les choses. Alors, quelques éléments aussi de temporalité, puisque je vais peut-être plus parler, en ce qui me concerne, de la CEGIP pour l'instant financière, pour laisser mon voisin embrayer, si je puis dire, sur la CEGIP environnementale, même si les deux, comme on le dira aujourd'hui, je pense, tous les deux, sûrement, et on sera d'accord sûrement là-dessus, ont beaucoup de points communs, mais aussi quelques différences. Pour vous expliquer aussi le contexte de la création donc, de la fameuse CEGIP, Convention judiciaire d'intérêt public, si vous m'y autorisez, j'emploierai le sigle CEGIP qui est effectivement plus facile. La CEGIP, elle a été créée, vous l'avez rappelé, en 2016. J'étais au Parquet national financier depuis septembre 2015 et donc j'ai pu voir naître, si je puis dire, sous mes yeux, déjà le Parquet national financier quelques années avant, quand j'étais à la chancellerie, mais surtout à l'occasion de mes années au Parquet national financier, au PNF, cette fameuse CEGIP, et qui était déjà un sujet de discussion, puisqu'elle n'est pas apparue qu'avec la loi Sapin 2, c'était déjà des discussions préalables. Mais c'est vrai que Michel Sapin a eu le mérite, et le gouvernement, en déposant ce projet de loi, de vouloir donner un nouveau souffle à l'anticorruption, après déjà la création de la HATVP du PNF en 2013-2014. La loi Sapin 2, vous le savez, loi essentielle, loi qui a beaucoup de dispositions, y compris la CEGIP. Cette loi a été déterminante. Elle a été déterminante et du coup, elle est encore finalement assez récente puisqu'on n'a pas encore fêté les 10 ans de la loi Sapin 2. Alors chaque année, il y a des colloques sur les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans de la loi Sapin 2 et de la CEGIP. Mais on peut quand même avoir maintenant effectivement une forme de recul puisque la CEGIP a donc 8 ans aujourd'hui et la CEGIP environnementale, elle a 4 ans. Donc tout ça est encore assez récent dans notre paysage judiciaire. Si on compare par exemple avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui vous intéresse aussi, je crois, qui date de 2004, on a 20 ans de CRPC. Je ne pense pas qu'en 2004, on aurait imaginé à quel point la CRPC serait devenue un outil utilisé et élargi. Je ne sais pas si la CEGIP, il faut avoir des mêmes prévisions ou pronostics. Ce qui est certain, c'est que je retrouve dans la CEGIP depuis 2016, depuis qu'elle a été introduite dans notre droit français, des critiques qui ne sont pas sans rappeler celles qui avaient été faites à l'encontre de la CRPC. Déjà, c'est un concept, la CEGIP, qui est inspiré du droit américain, quand on le veuille ou non,
s'est fortement inspiré des États-Unis. Le petit paradoxe, c'était que c'était aussi pour contrer des formes d'extraterritorialité américaine. Michel Sapin, que je voyais encore l'autre jour à un colloque, rappelle souvent que les États-Unis nous disaient « You don't do the job, we do the job ». Alors, la CEGIP, c'était comme une façon de dire aux États-Unis vous faites des accords négociés en matière économique et financière, nous allons aussi faire ce travail-là. Et je crois que le parquet national financier, depuis l'instauration de la CEGIP, a montré que c'était un outil qu'il utilisait, qui n'est pas la panacée, mais qu'il utilise de manière régulière aussi pour répondre à ces extraterritorialités outre-Atlantique et pour que des entreprises françaises puissent aussi bénéficier d'une transaction une forme de transaction en matière financière. Et puis, pour vous donner aussi tout de suite un lien avec l'environnement, j'ai été ensuite au Quai d'Orsay, donc après avoir négocié quelques CEGIP, et je vais peut-être y revenir très rapidement là-dessus, mais il y a un lien tout de suite avec l'environnement, puisque quand j'arrive au Quai d'Orsay en 2019-2020, plutôt 2020, il y avait cette notion aussi de mieux répondre aux atteintes environnementales par le droit pénal. Comme quelques années avant, on voulait mieux répondre aux atteintes à la probité par le droit pénal. Et il y avait aussi déjà dans les discussions françaises et internationales cette idée de multiplier les outils à la disposition des magistrats français, voire internationaux. Et il y avait aussi cette idée peut-être d'un recours plus élargi à des alternatives aux poursuites, à des mécanismes autres que le procès pénal. Et j'en parle avec d'autant plus de conviction qu'une étude de l'OCDE de 2020 qui a été publiée, qui s'intitule « La résolution des affaires de corruption transnationale au moyen d'accords hors procès ». On est typiquement dans cette situation avec la CEGIP. Cette étude assez intéressante prenait beaucoup de dispositifs étrangers d'accords hors procès et montrait que la majorité des affaires de corruption internationale étaient conclues par le biais de ce type d'accord. Et c'est pour ça que la CEGIP aussi a été créée en matière financière en 2016. Il y avait un enjeu d'efficacité de la justice pénale. Vous savez que le PNF a été aussi créé dans cette logique d'efficacité, de rapidité. Il y avait aussi un enjeu en matière, bien sûr, d'attractivité de notre territoire, mais aussi pour les entreprises françaises, un intérêt, à la différence de la CRPC, qui, comme vous le savez, reste une condamnation inscrite, sauf exception, au casier judiciaire. Il y avait cette idée de pouvoir permettre à une entreprise de mieux gérer son risque en matière pénale, avec une sortie par le haut quelque part, avec le fait d'éviter un procès, avec quand même évidemment des mesures et d'amende et de compliance, puisque la CEGIP, Sapin 2, c'est cette émergence aussi en France de cette notion de compliance à la française. Et il y avait cité d'efficacité et que l'entreprise ne se voit pas interdire l'accès à des marchés, puisque l'entreprise ne plaide pas coupable, à la différence de la CRPC. L'entreprise admet que des faits ont pu se connaître, mais ce n'est pas une déclaration de culpabilité, comme le rappelle expressément l'article, alors je ne citerai pas trop parce qu'il y a plusieurs tirets, article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui précède le nouvel article sur la CEGIP environnementale. Et il y a cette idée qu'il y a une forme d'intérêt commun, croisé, convergent quelque part. Le parquet, lui, a une réponse peut-être plus efficace, plus rapide, peut aussi utiliser, dans le cadre de la CEGIP, une enquête interne qui a été faite par l'entreprise. Ça, c'est un élément essentiel en matière financière. C'est aussi l'essor des enquêtes internes que le parquet va pouvoir utiliser à profit pour abonder, pour nourrir un dossier de preuve. Et puis, l'entreprise qui va aussi mieux gérer son risque et qui va pouvoir continuer son activité tout en assumant une amende, voire un programme de mise en conformité, puisque vous le savez, ce programme est prévu sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, créée elle aussi par la loi Sapin 2, ce qui n'est pas d'ailleurs sans lien peut-être avec des discussions qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur le fait que la CEGIP, environnementale, n'a pas été accompagnée de la création d'une autorité comme l'AFA en matière environnementale. Mais c'est je laisse peut-être pour les discussions à venir. Et dans les minutes qui me restent, parce que j'essaie de surveiller l'horloge pour rester... Je vous rappellerai, je vais mettre du temps. Vous me rappellerez à l'ordre, n'hésitez pas. Mais sur peut-être quelques éléments rapides sur cette CEGIP. Alors, c'est très difficile d'en parler en peu de minutes, parce que la CEGIP est un sujet très riche, très vaste. Peut-être quelques éléments, de mon point de vue, d'ancien parquetier, c'est qu'il y a cet article 41, c'est la dernière fois que je le dis, -1-2 du Code de procédure pénale, qui est lui-même déjà assez détaillé, hein, vous le savez, comme le suivant, peut-être presque plus détaillé que le suivant, puisque l'article qui suit sur la CEGIP environnementale fait référence à la procédure de la CEGIP financière. Donc il est plus court. Mais cet article est assez détaillé, a trouvé, je pense, un équilibre intéressant. D'ailleurs, il n'a pas été du tout fondamentalement remis en cause depuis
la loi Sapin 2, on a juste élargi, c'est même plutôt un succès, puisqu'on a élargi le champ de la CGIP à la fraude fiscale, notamment en 2018. Mais à cet article du Code de procédure pénale, se sont ajoutés des circulaires de politique pénale, bien sûr, comme en matière de CGIP environnementale. Je rappelle la circulaire d'application de la loi Sapin 2 en 2018 et une circulaire aussi dite Belloubet de l'ancienne garde des Sceaux en juin 2020, qui érige aussi le parquet national financier en chef de lutte contre la corruption internationale. Il y a aussi beaucoup de développement sur les critères d'une CGIP. Et puis, il y a ce qu'on appelle la soft law, le droit mou. Au-delà des circulaires de politique pénale qui vont aider les procureurs et le parquet national financier à bien appliquer cette CGIP financière, il y a aussi un document qui m'intéresse particulièrement, ce sont les lignes directrices du parquet national financier. Je l'indique d'autant plus que là aussi, vous voyez, je suis déjà dans un jeu des 7 erreurs ou des 10 erreurs ou des comparaisons, mais que ces lignes directrices n'existent pas pour la CGIP environnementale. Mais le parquet national financier, en 2019 déjà, on parle toujours de celle de 2023, mais dès 2019, a édité des lignes directrices pour expliciter dans quelles conditions il allait appliquer ce nouveau dispositif pour donner de la visibilité, de la lisibilité à cette action publique pour les entreprises et pour les avocats. Et puis, il y a eu aussi un document des lignes directrices, donc toujours du PNF, sur la CGIP en janvier 2023, il y a 2 ans. Et ces lignes directrices sont très intéressantes puisqu'elles sont déjà assez détaillées, plus de 26 pages. Vous avez aussi une forme d'inspiration, bien sûr, de droit anglo-saxon qui nourrit aussi beaucoup des politiques avec des lignes directrices, notamment du DOJ, département de la justice aux États-Unis. Et elles sont très intéressantes parce que, notamment celle de 2023, il y a une volonté de pédagogie. Et je crois que c'est aussi un mot qui vous intéresse dans le cadre de vos travaux et peut-être en lien avec des appréciations qu'on peut avoir sur des CGIP environnementales ou des voies d'amélioration qui ont été proposées ici ou là. Mais il y a une notion de pédagogie, puisque le parquet national financier, encore plus qu'en 2019, explicite dans quel cadre il va accueillir favorablement le principe d'une CGIP. Et puis, quand on a accueilli favorablement le principe, le parquet national financier détaille les modalités de conclusion de cette CGIP, facteurs aggravants, facteurs minorants de l'amende, coefficient multiplicateur, comment est-ce que l'amende est calculée par rapport à ce fameux plafond des 30% du chiffre d'affaires, et puis en même temps les avantages tirés des manquements. Et ça, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas forcément, vous voyez, j'anticipe encore une fois, sur des CGIP en matière environnementale pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer plus tard. Il y a en tout cas une vraie volonté de donner aux entreprises, aux acteurs économiques de manière plus générale, des éléments. C'était une demande des acteurs économiques d'ailleurs, de donner plus d'éléments. Alors, vous voyez, je vous parle pas tant ici en tant que magistrat, mais aussi en tant que juriste et que intéressé sur le sujet, puisque aujourd'hui, maintenant, même je suis avocat, donc ça m'intéresse aussi tout court comme citoyen, comme avocat, comme juriste. Mais dans quel cadre le parquet national financier propose une CGIP? Ça va même très loin, puisque le parquet national financier encourage à l'autorévélation, ce qui n'est pas aussi sans lien, je pense, avec la CGIP qui nous intéresse peut-être aujourd'hui dans l'affaire du parquet d'Épinal et de Nestlé Waters. En tout cas, il y a cette notion d'encouragement à l'autorévélation. Et puis, bien sûr, des rappels qui sont faits sur les mesures post-CGIP, parce que ce qui intéresse souvent dans la CGIP, c'est la CGIP elle-même, mais surtout les mois et les années qui vont suivre la CGIP, c'est-à-dire ce fameux monitoring, ce contrôle qui est fait sur des obligations que l'entreprise s'engage à effectuer, ce qui n'est pas sans enjeu, puisque vous le savez, en cas de non-exécution de ces obligations, il y a le risque, puisque l'action publique, la prescription est suspendue, il y a le risque que le parquet reprenne ses responsabilités et décide de poursuites à l'encontre de la personne morale. J'aurais dû d'ailleurs commencer par là, mais bien sûr, la CGIP ne s'applique qu'aux personnes morales, ce qui est aussi un sujet régulier de discussion, puisque les personnes physiques et le parquet national financier le rappellent comme les circulaires de politique pénale, elles sont responsables pénalement également, et tout est dit dans les circulaires et ces directives pour que leur responsabilité soit établie notamment par les enquêtes internes, et que le parquet garde toute latitude de poursuite à l'encontre de ces personnes ou de plaider coupable, CRPC ou autres mesures alternatives aux poursuites. En tout cas, ce n'est pas parce que l'entreprise, la personne morale, signe cet accord hors procès qu'il n'y aura pas de hors procès, si je puis dire, enfin qu'il y aura un hors procès, pardon, à l'inverse, pour la personne physique ou les personnes physiques concernées. Quelques éléments, peut-être pour terminer, parce que
je crois que j'arrive à la fin. J'ai étudié récemment, dans le cadre de mon intérêt, on va dire plus global, pour la CEGIP et d'anciens praticiens de cet outil. On voit que les lignes directrices du PNF ont été aussi prises en compte indirectement ou de facto par d'autres parquets qui employaient déjà une terminologie assez commune. Mais si vous regardez les CEGIP conclus depuis 2023, il y a cette notion, en tout cas confirmée, puisque le parquet national financier n'a pas le monopole des CEGIP financières, vous le savez, mais de fait, en cours, je pense, plus de 80%, mais les autres parquets aussi ont cette notion de pédagogie et utilisent aussi cette terminologie de facteurs aggravants, minorants, qui vont pouvoir expliciter dans la CEGIP aux personnes qui la lisent, c'est-à-dire vous et moi, citoyens et praticiens, pourquoi est-ce qu'on a fixé une amende de temps, pourquoi est-ce qu'on fixe un programme ou pas de conformité, etc. Il y a vraiment cette dimension de pédagogie qui est utilisée dans les CEGIP financières et je pense que c'est un élément tout à fait important à rappeler dans le cadre de votre commission et de la CEGIP environnementale. J'arrête là parce que je ne veux pas trop empiéter, mais bien sûr, je répondrai avec plaisir à vos différentes questions. Merci, maître. Non, pas empiéter, vous avez respecté le temps de parole. Et donc, je passe tout de suite la parole au professeur Jeanne pour également un quart d'heure de propos préliminaires, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame l'administratrice. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir convié à cette table ronde dans le cadre de cette commission d'enquête. Et j'aurai la charge, en combinaison avec l'intervention de M. Filol, de vous traiter de la problématique de la convention judiciaire d'intérêt public, mais en matière environnementale. Et je vous prie immédiatement de m'excuser. Je m'autoriserai la possibilité d'avoir recours à l'acronyme pour la mentionner. Alors, présenter la CJPE, c'est, à mon sens, mettre en avant un immédiat paradoxe. On va constater dans les circulaires qui émanent de la direction des affaires criminelles et des grâces, de même que dans la pratique des parquets, un progressif engouement, une forme d'attraction pour cette convention judiciaire environnementale, alors que, paradoxalement, c'est une mesure qui va emporter dans un fort mouvement, qui est un fort mouvement de distraction du contentieux environnemental de la compétence des juridictions pénales. Et il me semble que c'est effectivement ce paradoxe qu'il faut immédiatement mettre en avant, une attraction pour une forme de distraction. Pour bien comprendre pourquoi il y a cette forme d'attraction, il faut que vous gardiez à l'esprit, à mon sens, que le contentieux pénal environnemental, il représente moins d'1% de l'activité des juridictions pénales. Le taux de réponse pénale est moindre s'agissant des infractions, des délits en matière environnementale que pour les délits de droit commun. Le taux de réponse pour les infractions environnementales et délits environnementaux, c'est 47%. Pour le droit commun, c'est 64%. On relèvera également que le contenu de cette réponse pénale, il est constitué à 75% de ce qu'on appelle des mesures alternatives aux poursuites. Or, il a semblé au législateur que les réponses pénales qui étaient à la disposition du procureur de la République n'étaient pas suffisamment adaptées pour répondre à la délinquance environnementale. La délinquance environnementale, elle est souvent perçue comme une délinquance technique, en raison notamment de la technicité des textes qui ont vocation à s'appliquer. Et également, elles ont paru insuffisantes dans la mesure même où l'une des exigences qui doit, selon le législateur, s'imposer, c'est la remise en état, la réparation du préjudice écologique. Alors effectivement, les mesures qui sont dans l'escarcelle du procureur de la République, en procédure pénale de droit commun, elles ont paru insuffisantes. Alors, on pourrait en ce sens mentionner ce qu'on appelle les aides à la décision de l'article 41-1. C'est le fameux classement sous condition qui conduisait jusqu'alors à un rappel à la loi, qui est désormais un avertissement pénal probatoire. Donc cela permet au procureur de la République de proposer effectivement donc, à l'auteur des faits un classement à la condition qu'il régularise sa situation. À côté de cette aide à la décision de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, on va trouver une véritable alternative aux poursuites qu'on appelle la composition pénale, qui, elle, depuis la loi du 23 mars 2019, s'applique aux personnes morales. Et c'est une mesure qui a vocation à traiter les infractions délictuelles qui sont punies de moins de 5 ans d'emprisonnement. Donc le procureur de la République, il va pouvoir utiliser cette composition pénale. La composition pénale, elle va permettre au procureur de proposer une amende, qui est une amende d'un montant égale à l'amende qui est encourue au titre de l'infraction considérée. Et pour la personne morale, bien évidemment, le montant sera du quintuple de celui qui est encouru pour la personne physique. On relèvera que l'exécution de cette mesure proposée dans le cadre de la composition pénale, eh bien, elle va éteindre l'action publique et que la composition pénale, elle présente un inconvénient pour le procureur de la République, c'est qu'elle doit être validée par le juge du siège.
La composition pénale, on terminera là-dessus, sur cette mesure, elle est inscrite au casier judiciaire. Enfin, dans le droit commun de la procédure pénale, on relèvera que le procureur de la République, il va disposer de la CRPC. Alors la CRPC, vous la connaissez, elle a été désormais étendue depuis sa création à l'ensemble des délits, sauf quelques exceptions. Elle permet au procureur de proposer une peine qui est une peine de 3 ans d'emprisonnement. Elle doit être homologuée par le juge du siège et elle a les effets d'une décision de condamnation pénale. Donc pour le droit commun, vous aviez effectivement seulement ces dispositifs. En matière environnementale, le Code de l'environnement consacre une transaction qui a vocation à s'appliquer uniquement aux contraventions et aux délits qui sont punis de moins de 2 ans d'emprisonnement. Et dans le cadre de la transaction pénale, ce n'est pas le procureur qui propose une amende qui s'élèvera au maximum au tiers de ce qui est encouru au titre de l'infraction considérée, c'est l'autorité administrative qui va proposer l'amende et le procureur qui sera chargé d'homologuer la mesure. Alors si tout cela est exécuté, le procureur va pouvoir également assortir la mesure d'une obligation de remise en état. Mais si tout cela est exécuté, eh bien, la transaction va éteindre l'action publique et cette transaction ne sera pas inscrite au casier judiciaire. Donc ces mesures ont paru insuffisantes à notre législateur et il a souhaité prendre en quelque sorte modèle sur la convention judiciaire d'intérêt public en matière financière pour venir densifier la réponse pénale qu'il convenait d'apporter aux infractions environnementales. Alors, c'est une proposition qui est issue d'un rapport de l'inspection générale des services judiciaires, l'inspection générale des services judiciaires, oui effectivement, qui s'intitule « Une justice pour l'environnement » qui est venue introduire cette mesure. Et elle présente cette spécificité, donc le texte a été rappelé par M. Filol, c'est la loi du 24 décembre 2020 qui l'a introduit dans notre droit. Et cette CJIP environnementale, elle présente un certain nombre de spécificités par rapport à sa sœur financière. Alors, elle est uniquement applicable aux infractions de nature délictuelle qui sont prévues par le Code de l'environnement. Il y est prévu une extension pour les infractions connexes, et je pense que cette expression aura effectivement à retenir notre attention dans quelques instants. Il est toutefois exclu, s'agissant de cette connexité, le traitement des crimes et des délits contre les personnes qui sont prévus au livre 2 du Code pénal. Alors, les mesures qui peuvent être proposées dans le cadre de cette CJIP environnementale, ce sont a priori les mêmes que dans la CJIP financière. Toutefois, il y a quelques originalités, puisque à l'amende d'intérêt public et au dessaisissement de la chose qui a été saisie dans le cadre de la procédure, eh bien, le procureur va pouvoir proposer la régularisation de la situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité. En outre, la CJIP environnementale, elle doit comporter l'obligation de réparer le préjudice écologique résultant des infractions commises. Alors, tout cela dans un délai de 3 ans. On relèvera enfin que l'ordonnance de validation de la CJIP environnementale, elle devra être publiée. Alors, publiée non pas sur le site uniquement du ministère de la Justice et du ministère de l'Économie, mais sur le site du ministère de l'Environnement. Alors, l'introduction de cette CJIP environnementale, elle présentait, selon les travaux préparatoires, un certain nombre d'avantages. Une rapidité du traitement de l'infraction environnementale qui est propice à la réparation du préjudice. Un contrôle de la personne morale par le biais d'un programme de mise en conformité. La possibilité de proposer des amendes qui sont dissuasives. La responsabilisation des entreprises. Surtout, et il faut bien le comprendre, l'attrait réside dans la distraction qui est opérée par le biais de cette mesure. L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Il s'agit donc de sanctionner et de réparer l'atteinte environnementale infractionnelle sans toutefois affliger, sans toutefois flétrir la personne morale. L'idée est de ne pas soumettre la personne morale aux conséquences d'une véritable condamnation pénale, notamment au prononcé de certaines peines complémentaires par le juge de jugement, par exemple l'interdiction d'exercer une activité, ou par exemple l'exclusion de la passation des marchés publics, afin de ne pas pénaliser la personne morale et ses salariés en tarissant en quelque sorte la source de ses revenus, en nuisant à son activité. Bien évidemment, plusieurs critiques ont été formulées à l'encontre de cette CJIP environnementale. Certains n'ont pas manqué de relever qu'il s'agissait finalement d'instaurer un droit à polluer. D'autres qu'il s'agissait simplement d'une possibilité d'acheter son irresponsabilité pénale. D'autres enfin soulignent le risque de sous-traitance et d'externalisation du contentieux en matière environnementale à des compliance officers. Et enfin, certains n'ont pas manqué de relever la rupture d'égalité entre les citoyens devant la justice pénale. En somme, donc, les critiques pourraient être résumées d'une manière
très simple. La CGIP ne rendrait pas la justice, mais elle rendrait des services. Et aux personnes morales, bien évidemment, puisque elles permettent de maintenir une activité, mais aussi à l'État, puisque, si l'on peut citer simplement un chiffre, la CGIP, qui est applicable en matière financière, a rapporté, depuis qu'elle est entrée en vigueur, à peu près 5,5 milliards d'euros dans les caisses de notre trésor public. Donc on comprend l'intérêt de la création de la CGIP environnementale, et on comprend aussi assez rapidement que ce mécanisme, les parquetiers vont progressivement s'en saisir, et qu'en réalité, il ne s'agit pas uniquement d'avoir une sanction qui est une sanction favorable à la personne morale, il s'agit aussi de pouvoir infliger des montants qui sont des montants très importants. Alors il faut aller bien évidemment au-delà des apparences, au-delà des critiques qui ont été formulées, puisque dans le cadre de la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental, eh bien l'amende est possiblement de 30% du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale, ce qui va bien au-delà de la répression ou des amendes qui sont prévues par le Code de l'environnement. Alors, le recours à la CGIP, il a, depuis maintenant 2021, nous avons 4 ans d'expérience, 4 ans de pratique de cette convention en matière environnementale. On relèvera que sa pratique, elle a suscité quelques interrogations. Alors, M. Filol vous l'a dit, je ne rentre pas dans plus de détails, mais à la différence de la CGIP en matière financière, la CGIP environnementale, elle ne repose que sur 2 circulaires qui viennent donner quelques éléments d'aiguillage au procureur de la République. Il n'y a pas de ligne directrice, faute peut-être d'une instance, faute d'un parquetier qui soit à la tête, effectivement, d'un parquet spécialisé dans la répression des infractions environnementales. Alors, pour l'heure, nous avons 34 CGIP environnementales qui ont été publiées sur le site du ministère de la Justice. En réalité, si l'on regarde bien, il y en a 35 qui ont été validées. On peut constater une montée en puissance de cette CGIP environnementale. En 2021, une CGIP environnementale a été validée. En 2022, 12. En 2023, 10 CGIP environnementales. En 2024, 12. Et enfin, en 2025, pour l'instant, il n'y a pas de CGIP environnementale validée. Mais cela montre que progressivement, les parquetiers s'en saisissent. Alors, on constate également une augmentation encore un peu timide du montant des amendes d'intérêt public qui ont pu être proposées. Les amendes vont de quelques centaines d'euros à, pour la plus importante, 2 millions d'euros, et c'est celle qui a été prononcée à l'encontre de Nestlé Waters. Les CGIP environnementales validées, elles trouvent la plupart leur origine dans des alertes qui ont été lancées par des riverains, par des agents de municipalité, par des associations locales, parfois par des missions de contrôle ou d'inspection. Mais elles ont toutes pris appui sur des enquêtes. Il n'y a pour l'heure aucune CGIP qui trouve son origine dans des révélations qui auraient été totalement spontanées de la part des personnes morales. On constate une décentralisation du recours à la CGIP, et effectivement c'est une caractéristique de la CGIP environnementale lorsqu'on la compare à sa sœur financière. En matière environnementale, là où les CGIP sont essentiellement la production du parquet national financier, eh bien, en matière environnementale, ce sont les parquets de province qui s'en sont saisis. Il y a effectivement une décentralisation, mais il y a un paradoxe, il y a aussi une forme de concentration dans la décentralisation. Alors effectivement, vous avez certains parquets qui sont venus proposer à plusieurs reprises des CGIP. Alors c'est un peu comme si finalement essayer la CGIP environnementale, c'est l'adopter. Et certains procureurs, effectivement, ont eu recours à plusieurs reprises. Donc je pense notamment au parquet du Puy-en-Velay, qui a proposé effectivement 6 conventions judiciaires d'intérêt public, ou de la même manière, le parquet de Besançon en a proposé 7. On relèvera que les opérateurs économiques qui ont été mis en cause dans le cadre des CGIP environnementales, ce sont majoritairement des opérateurs de moyenne et de petite taille, à l'exception peut-être de TUI Cruise, qui est une entreprise d'une taille assez importante, une entreprise allemande, Veolia, Nestlé et SNCF Réseau, mais hormis ces entreprises, effectivement, ce sont des opérateurs d'assez petite taille. On ne constate pas pour l'heure une internationalisation de la Convention judiciaire environnementale, contrairement à ce qu'on a pu constater dans le cadre de la CGIP financière, notamment dans les affaires qui ont eu trait à la CGIP Société Générale et à la CGIP Airbus. Et alors, quant au contenu, pour terminer, des CGIP qui ont été validés, on relèvera que sur les infractions qui ont été traitées, sur les 35 CGIP, on relève que la connexité joue un rôle tout à fait marginal, à une exception près, la CGIP Nestlé Waters. Sur les obligations qui ont été proposées, on relèvera qu'une obligation de réparation en nature du préjudice environnemental n'a pas été envisagée dans les 2/3 des conventions judiciaires d'intérêt public. On relèvera également qu'aucune mesure de compliance interne concernant notamment l'organisation de la gouvernance au sein de la personne morale n'a pour l'heure été proposée. Voilà pour ces quelques éléments.
je reste à votre disposition. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez l'un et l'autre respecté le temps de parole. Et ce n'est pas évident quand on est enseignant et quand on est avocat. Donc, je tiens à vous remercier personnellement. Et je laisse tout de suite la parole à monsieur le rapporteur. Il faut mettre un peu d'humour dans notre commission d'enquête. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci à vous deux pour ces premiers éléments très, très éclairants. Peut-être que mes questions porteront plus sur l'espèce qui, évidemment, nous concerne, qui est celle de Nestlé Waters, mais ce cadrage général était plus qu'utile pour nous tous. Peut-être que vous pourriez présenter, si vous le voulez bien, à la Commission, les hypothèses qui, selon vous, ont conduit, dans l'affaire qui est la nôtre, le procureur de faire le choix de recourir à une telle procédure au vu des infractions qui étaient susceptibles d'être caractérisées. Est-ce qu'elles sont particulièrement difficiles à prouver? Est-ce que c'est ça qui justifie ça? Vous avez évoqué, Monsieur Jeanne, il y a un instant, la question du fait que la connexité était l'exception du cas de Nestlé. Est-ce que pour vous, cette connexité est problématique, soulève des points de droit d'avoir recours à cela? Voilà, peut-être avoir d'abord votre sentiment sur les raisons qui ont pu conduire, vous, monsieur Phil Leland, d'ancien praticien, et puis vous, en tant qu'analyste des différentes, disons, CEGIP qui ont pu avoir cours, monsieur Jeanne, avoir votre regard à l'un et à l'autre sur ce recours spécifique à la CEGIP, s'il vous plaît. Alors, monsieur le rapporteur, sur les questions que vous me posez, sur l'opportunité de recourir dans cette espèce en particulier à la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental, moi, il me semble que c'est toujours un peu compliqué de se mettre à la place du procureur qui a pu le décider, mais à la lecture des différentes circulaires qui ont pu être formulées par la Direction des affaires criminelles et des grâces, donc celle du 11 mai 2021 et celle du 9 octobre 2013, on constate une certaine évolution dans l'approche. C'est-à-dire que dans la circulaire de 2021, il était indiqué qu'il fallait privilégier la CEGIP pour des infractions graves en matière environnementale. Et en 2023, le seuil a été abaissé. Et la circulaire admet que l'on puisse traiter pour des infractions de moindre gravité. Donc j'aurais tendance à considérer qu'au regard de ce que souhaite la chancellerie, il semble peut-être envisageable de recourir à la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental. Je dirais que les autres alternatives aux poursuites n'étaient a priori pas suffisantes pour apporter une réponse ferme. Je dirais que la complexité... Vous pouvez préciser ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Que je dirais que... les autres alternatives n'étaient pas suffisamment fermes. En ce sens que dans l'escarcelle du procureur, je suppose qu'il y avait la transaction pénale prévue par le Code de l'environnement, mais qu'elle permet simplement de prononcer le tiers de l'amende. Donc c'est peut-être effectivement relativement insuffisant. Et de surcroît, peut-être que, comment dire, le caractère combinatoire de la CEGIP permet de s'assurer qu'il y a une remise en état. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre de la transaction pénale, c'est-à-dire que la transaction ayant été homologuée par le procureur, l'action publique, a priori, n'a pas vocation à être réengagée. La CEGIP permet une réponse plus ferme. Effectivement, vous mentionnez la question de la connexité. Alors, cette question de la connexité, c'est une question qui, à mon sens, est un peu problématique dans la pratique des CEGIP. Alors, je conçois que l'on puisse la trouver discutable dans la CEGIP Nestlé, mais il faut la restituer dans son contexte et notamment dans la pratique des autres CEGIP. Il faut bien garder à l'esprit que lorsque une personne morale souhaite accepter le recours à ce type de procédure, il faut qu'il y ait une liquidation, alors non pas tant d'une infraction particulière, mais plutôt d'une situation infractionnelle. Et ça participe, à mon sens, certainement de l'acceptabilité de la mesure. Il est donc assez logique que les procureurs, lorsqu'ils sont saisis d'un complexe de faits, viennent proposer à la personne morale, en quelque sorte, une forme de quitus pour une situation temporelle, quelle que soit d'ailleurs la qualification. Le problème, c'est que les procureurs ont eu recours à la connexité, non seulement dans l'affaire Nestlé, mais aussi dans d'autres CEGIP qui ont été des CEGIP importantes. Alors, vous avez la CEGIP LVMH, qui a été donc proposée, où la connexité a joué un rôle pour un certain nombre de faits, ce qui a posé un certain nombre de difficultés et de contestations, notamment dans la doctrine pénaliste. Vous avez également cette connexité qui parfois est utilisée pour subrepticement étendre le champ de l'application de la CEGIP. Oui, parce que juste une question sur ce point. Quand vous dites la connexité, ça veut dire que nous sommes sur des infractions
qui n'était pas initialement, dont il n'est pas initialement prévu, c'est aussi pour ceux qui nous écoutent, Effectivement, dont il n'est pas initialement prévu qu'elle rentre dans le champ de la CEGIP, mais dont le procureur, par son action et par ses choix, internalise, si je puis dire, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Vous avez un cadre qui est normalement les infractions environnementales, et on peut y ajouter d'autres infractions prévues par d'autres dispositions législatives, d'autres codes, si elles présentent un lien de connexité. Donc ça permet effectivement de liquider une situation infractionnelle. Et on comprend qu'en termes d'acceptabilité pour la personne morale, sont importants. Le problème vient de ce que la connexité, elle est définie par l'article 203 du Code de procédure pénale, qui vise 4 cas de connexité, lorsque les infractions présentent effectivement un lien entre elles, mais que la jurisprudence a accepté que ces cas de connexité, il puisse en exister d'autres qui seront découverts par la pratique. Et donc la connexité en elle-même, elle est plastique. Donc la connexité permet une plasticité, et la connexité elle-même est plastique. Peut-être, mais faudrait-il envisager une réforme législative, parce que cela crée en quelque sorte une suspicion sur la CEGIP. Et peut-être ne devrions-nous pas autoriser à sortir du cadre fixé par la loi dans le cadre de la connexité, mais plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle l'indivisibilité. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est plus strict et qui implique que on ne puisse, l'indivisibilité, elle implique que les infractions, elles soient nécessairement, elles trouvent leur support nécessairement l'une dans l'autre. Or, lorsqu'on regarde la CEGIP Nestlé, on peut se poser la question, y a-t-il vraiment connexité? Alors oui, c'est la même personne, oui, c'est la même séquence temporelle, mais disons que cela paraît, si ce n'est un artifice, c'est un peu artificiel. Donc effectivement, on peut se poser la question. Alors que s'il y avait eu indivisibilité, peut-être que le mécanisme n'aurait pas permis d'obtenir cela. Et j'ai trop parlé. Excusez-moi, monsieur Filleux. Non, mais je complète, du coup. Bien sûr, vous complétez ou vous dites votre accord ou votre désaccord. Bien sûr. Alors, sur la connexité, juste pour vous parler de mes anciennes fonctions, sans parler d'un dossier particulier, c'est une notion qui est extrêmement utilisée aussi en matière financière, enfin de manière plus globale, mais au parquet national financier, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'indique aussi que cette connexité, bien sûr, elle est balisée, entre guillemets, par la loi et par la jurisprudence. Il y a dans la CEGIP financière, la CEGIP historique, cette notion de connexité, ce qui a permis au parquet national financier d'élargir dans des CEGIP diligentés par le PNF à d'autres faits, puisque vous savez que la CEGIP financière, contrairement à ce qu'on pourrait d'ailleurs croire, elle est plus large, elle est plus restreinte que les infractions qui sont traitées par le PNF. Initialement, c'était le blanchiment de fraude fiscale, la corruption, trafic d'influence, et que ça. Après, ça a été élargi notamment à la fraude fiscale. Mais par exemple, si vous avez du favoritisme, ou du recel de favoritisme, ce qui peut arriver dans des infractions financières ou à l'occasion d'eux, le PNF ne peut pas faire une CEGIP autonome sur du favoritisme. Par contre, il lui est arrivé de relever corruption et recel de favoritisme, donc en ajoutant, pas la connexité pour le coup, cette infraction de recel de favoritisme. Donc c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres CEGIP. Et troisième observation sur la connexité, avant de revenir de manière plus globale sur cette CEGIP et les motifs de recours à la CEGIP dans Nestlé Waters. Le droit de l'environnement, comme ça a été beaucoup rappelé, et ce n'est pas une position de dire ça, je crois que c'est une réalité, je pense qu'on vous l'a déjà dit, est un droit éparpillé dans beaucoup de codes, et c'est donc sans surprise et peut-être par pragmatisme que le législateur a voulu, en 2020, faire comme pour la CEGIP financière, encore plus pour l'environnement, puisque la CEGIP financière, en tout cas les infractions financières sont dans le code pénal, mais pour dire que l'environnement, le code de l'environnement en effet était là, la base pour les infractions en question, mais qu'il y a des infractions environnementales en dehors du code de l'environnement et qu'il était donc, je pense, jugé nécessaire de permettre la connexité, qui est aussi d'ailleurs contrôlée par le juge, puisque dans la CEGIP qui nous intéresse, et je reviens au dossier Nestlé Waters, dans ce dossier, vous avez la connexité qui est explicitée pour le coup dans la CEGIP conclue par le procureur avec la personne morale. Et je lisais à l'instant encore l'ordonnance de validation. Le juge rappelle, en effet, alors selon lui, ça peut être critiqué, mais les liens étroits unissant les infractions prévues par le Code de l'environnement et des tromperies et la connexité, la bonne administration de la justice justifie la résolution commune. En tout cas, il y a aussi cette justification, ce contrôle qui sont prévus. Pour revenir sur les motifs, et rapidement, parce que mon voisin a déjà rappelé, je pense, l'essentiel. Tout d'abord, le principe de prudence, puisque on ne peut pas sonder les cœurs, y compris d'un procureur, sur les raisons de recours. Néanmoins, en effet, ça s'inscrit dans une politique pénale, et c'est tout à fait essentiel de le rappeler, et vous l'avez fait, monsieur le professeur, c'est-à-dire qu'en 2023, il y a un élargissement, mais une injonction, mais extrêmement forte. C'est intéressant de voir la terminologie 2020, alors on est un peu juriste, pardon, mais entre 2021 et 2023, circulaire du garde des Sceaux,
2023, c'est pour les infractions graves comme moins graves. Et entre les lignes, allez-y, c'est une réponse intéressante. Ce que disait aussi le rapport de 2019 des inspections, en disant que voilà, il fallait créer cette mesure. Et puis, dans la CGIP, je pense quand même qu'on a des éléments d'explicitation par le procureur, qui sont repris d'ailleurs en bonne partie par le juge, sur les motifs de recours à la CGIP. Tout d'abord, et aussi, dans la CGIP, c'est dans le paragraphe 4, page 11, notamment sur, vous savez, le mode de calcul de l'amende, mais au-delà de l'amende, on voit que ça dépasse en fait cette question de l'amende, puisqu'on vous parle de faits qui sont, en bonne partie d'ailleurs, des manquements qui sont prescrits en partie, puisqu'on a retenu les dernières années, mais il y a quand même des manquements qui sont prescrits. Il y a eu une fin aux irrégularités par des mesures de conformité dès 2020 et avec les autorités administratives qui ont aussi régularisé, qui ont été saisies. Il y a une coopération de la société. Alors après, on peut dire que, en tout cas, c'est ce qui est explicité. Donc moi, je lis ce que le procureur a considéré, et ça l'engage à pleinement coopérer avec les autorités judiciaires et administratives. Ensuite, on parle du fait qu'il n'y a pas de risque sanitaire sur les populations en lien avec ces faits. Que le lien de causalité, ça c'est intéressant aussi, ce qui est un peu particulier, parce qu'en matière financière, on ne le dirait pas. En tout cas, ce serait... Mais le fait qu'il n'y ait pas de lien de causalité certain entre les manquements au code de l'environnement et l'atteinte à l'environnement, et malgré cette incertitude, eh bien, voilà, mais c'est peut-être aussi une des raisons. Et puis, aucune conséquence sur la santé publique. Et l'ordonnance de validation du juge reprend en partie ces faits. Il y a aussi ce motif de l'absence de réitération des faits et cette notion de coopération volontaire. Et donc, le juge, en fait, reprend ces critères, qui sont d'ailleurs des critères donnés par les circulaires de 2021 et de 2023 et qui sont, comme vous le savez, assez proches de ceux qu'on retrouve dans la CGIP en matière financière. Donc, sur le plan de la justification, je pense qu'au qu'il y a des éléments dans les CGIP sur les motifs de recours qui sont explicités. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions et l'un et l'autre. Deuxième question qui me vient, c'est dans cette affaire et dans la manière dont les choses ont été connectées les unes avec les autres, il y a des infractions au droit de la consommation. Ces infractions au droit de consommation, la fraude, elle a été estimée de l'ordre de 3 milliards d'euros par le service national d'enquête placé auprès de la DGCCRF, Et nous nous retrouvons avec une amende de 2 millions d'euros pour la société. D'abord, j'aimerais avoir votre avis au regard d'autres CGIP sur l'échelle des peines qui a pu être pratiquée et si on est dans quelque chose qui vous semble habituel, usuel, des peines d'amende en tout cas. Je ne sais même pas si on dit peine en fait dans le cas d'une CGIP. Voilà, c'est une mesure. Voilà, une mesure. Voilà. On parle d'un mis en cause et d'un manquement. Voilà, d'accord. D'une sanction. On euphémise à peu près l'intégralité de ce que l'on connaît. Obligations, en fait. Très bien. Des obligations, voilà. Donc les obligations qui ont été apportées. Et puis deuxième point, le droit de la consommation est quand même un droit qui est propice à des formes de recours, à quel point la CGIP protège complètement la société du fait qu'une association de consommateurs ou que des consommateurs individuels puissent attaquer sur ces faits la société. Voilà. J'aimerais bien avoir votre regard sur ces deux points, si vous voulez bien. À la fois le montant de l'infraction qui a été retenue et les mesures qui l'accompagnent. Et deuxième point, les droits des consommateurs au recours effectif. Merci. Je me permets, M. Philippe. Alors, sur le montant de la CGIP, comment dire, lorsqu'on compare la CGIP environnementale à la CGIP financière, on est a priori surpris de la faiblesse des montants. Donc, de manière générale, lorsqu'on compare les deux types de mesures. 2 millions contre plusieurs milliards pour la CGIP Airbus. Donc effectivement, la CGIP Airbus, c'est un peu plus de 3 milliards, donc 2 milliards à peu près pour l'État français. Si l'on compare les CGIP environnementales entre elles, on constatera que la CGIP Nestlé Waters est celle qui a conduit à l'imposition d'une amende d'intérêt public qui est la plus élevée. Donc ça relativise un peu la faiblesse du montant. Moi, ce qui m'apparaît comme pouvant être l'objet d'une discussion, c'est effectivement le mode de calcul.
Mais il faut bien comprendre qu'en matière environnementale, le parquet ne dispose pas de lignes directrices aussi précises que celles qui ont été élaborées par le parquet national financier. Or, si vous avez eu quelques instants pour compulser ces lignes directrices, le parquet national financier met en place effectivement un mode de calcul qui est assez précis, avec des facteurs majorants, avec des facteurs minorants, avec une équation finale qui nous permet d'avoir une lisibilité du dispositif. En matière environnementale, les parquetiers ne disposent pas de cet outil. Donc je ne dis pas qu'ils ils ne le font bien évidemment pas au doigt mouillé, parce que les circulaires viennent préciser un certain nombre de facteurs aggravants et de facteurs minorants, mais malgré tout, on reste dans une logique qui est un peu une logique floue. Là où effectivement, lorsqu'on lit la CGIP, on peut être un peu surpris, c'est qu'il faut, pour pouvoir aboutir au calcul de l'amende d'intérêt public, en bonne méthode à mon sens, aboutir à quelle aurait été l'amende encourue par la personne morale si nous étions allés en jugement. Le quintuple de l'amende prévue par le texte, en matière de tromperie, 300 000 euros, 300 000 fois 5, ça fait 1,5 million. C'est ce que précise le procureur d'Épinal. Il n'y a pas de difficulté. Mais il y a une sanction qui est une sanction alternative. C'est effectivement le quintuple ou 10% du chiffre d'affaires annuel. Et là, le parquetier, qui est le procureur de la République d'Épinal, ne le précise pas. C'est dommage, parce que ça nous aurait donné un élément de comparaison. Et à partir de là, on n'aurait pas eu le sentiment qui se dégage de la lecture de la CGIP, mais qui n'est peut-être pas ce qu'a cherché à faire le procureur, faute encore une fois d'un texte ou d'une ligne directrice, c'est d'euphémiser en quelque sorte les sanctions qui pouvaient être encourues. Et donc il y a sur ce point, effectivement, à mon avis, des choses qui, en termes de motivation, auraient pu être améliorées, mais ce n'est pas propre à cette CGIP-là, c'est propre à l'ensemble des CGIP. Sur la seconde question que vous nous avez posée, monsieur le rapporteur, sur les recours des consommateurs, alors, il y a une idée qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la convention judiciaire d'intérêt public, elle n'éteint l'action publique que si les obligations étaient exécutées. Pour l'heure, en tant que de raison, les obligations n'ont pas encore été exécutées, donc l'action publique n'est pas éteinte. Ça veut donc dire que virtuellement, le texte autoriserait une poursuite devant la juridiction correctionnelle, et de surcroît, quand bien même la mise en œuvre poserait des difficultés devant le juge pénal, il y a la possibilité de citer en tant que consommateur l'auteur de l'infraction pour demander l'indemnisation du préjudice devant le juge civil. Et j'ajouterais qu'il y a aussi un mécanisme qui est assez récent puisqu'il a été introduit par la loi Hamon, c'est le mécanisme de l'action de groupe qui permettrait. Pardon, et ça, il n'est pas atteint, donc, tant que la CGIP n'est pas intégralement exécutée, alors, il y a la possibilité... Il faut distinguer les intérêts au pénal et les intérêts au civil. D'accord. Okay, donc au pénal, il y a l'extinction de l'action publique uniquement si les obligations étaient exécutées. D'accord. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Très bien. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Au civil, en toute hypothèse, le mécanisme de la CGIP n'interdit pas à la victime de saisir le juge pour demander l'indemnisation de son préjudice. Alors ce sera le juge civil, ce ne sera pas le juge pénal. Très bien entendu. Peut-être pour compléter, alors je reprends peut-être le dernier point, comme ça sera peut-être plus logique. En effet, l'article 41-1-3 sur la CGIP environnementale renvoie, comme on l'a rappelé aussi, à la procédure plus globalement de l'article 41-1-2, la CGIP financière, qui rappelle dans une disposition finale que l'exécution des obligations prévues par la Convention, donc même l'exécution, entre guillemets, est une action publique. Elle ne fait cependant pas échec aux droits des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile. C'est ce qu'a rappelé mon voisin à l'instant. Et ça, c'est un élément important. Et je pense qu'il doit être rappelé. Quand on parle de pédagogie, je pense que c'est aussi des éléments importants pour que cette CGIP soit comprise. On peut la contester, on peut la critiquer. Mais c'est important de rappeler que, évidemment, surtout dans les matières où, en effet, on peut avoir des victimes variées ou des associations de consommateurs, etc., que ça ne va pas invalider toute mesure autre de contestation de réparation. Et d'ailleurs, sauf erreur dans la CGIP Waters, une association qui a été contactée et que vous avez entendue dans le cadre de cette commission n'a pas accepté de faire valoir son préjudice et a attaqué sur d'autres fondements, d'autres infractions, et donc a considéré que voilà, elle se distinguait des autres associations qui, elles, ont accepté, tout en critiquant aussi en même temps, mais qui ont participé, entre guillemets, au processus de la CGIP. Ensuite, élément initial sur la première question sur le montant de l'amende. C'est vrai que le texte est assez similaire à la CGIP financière. On parle d'un montant d'amende fixé de manière proportionnée. La proportionnalité, vous savez comme moi que chacun peut l'apprécier différemment, c'est très subjectif. On peut donner des balises, mais qu'est-ce que la proportionnalité? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une peine proportionnelle? C'est aussi une injonction du Code pénal. Je crois que beaucoup de gens considèrent que la peine du juge n'est pas proportionnelle. Mais donc fixée de manière proportionnée, le cas échéant, au regard des avantages tirés des manquements constatés
Et monsieur le professeur l'a brillamment rappelé, c'est très difficile peut-être, notamment en matière environnementale, de déterminer quels avantages tirer des manquements constatés. Vous savez qu'en matière financière, en effet, il y a des lignes directrices, il y a des critères qui sont donnés, mais ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, et puis il y a ce plafond de 30%. Moi, je pense que c'est difficile, et je reste très prudent, parce que le préjudice de 3 milliards, effectivement, il n'apparaît pas dans la CGIP. Donc, tout n'apparaît pas dans la CGIP. On n'a même pas, sauf erreur, dans la CGIP, le chiffre d'affaires, enfin le 30%, là où le PNF souvent dit 30% pour cette personne morale égale tant, ça fait un plafond. Et puis j'explicite pourquoi je vais descendre en dessous du plafond, beaucoup ou pas beaucoup. Là, dans la CGIP en question, en effet, on nous parle d'un chiffre de 30% pour l'amende, mais sans beaucoup expliciter les détails de cette amende, sans beaucoup expliciter vraiment non plus comment est-ce qu'on regarde quels avantages ont été tirés du manquement aux infractions. Ce qui fait qu'en tout cas, à minima, sans forcément rentrer dans une critique, à minima, je pense qu'il y a une incompréhension qui a été faite, peut-être parce que ces 2 millions, certes, beaucoup plus élevés que les autres CGIP, mais par rapport à un groupe d'une taille conséquente et d'un chiffre qui fait un chiffre d'affaires conséquent, c'était considéré comme très en deçà. Mais je pense qu'il y a un enjeu de pédagogie. Alors, j'incrimine personne, d'ailleurs je ne peux plus incriminer quiconque aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, là où il y a une réflexion intéressante au-delà de ce dossier, c'est de se dire, si on considère que la CGIP est comme un outil intéressant en matière environnementale, et peut-être pour qu'il y ait une forme de contrôle, parce qu'être transparent, c'est aussi donner des éléments pour être critiqué et peut-être contrôlé, c'est qu'il y ait une incitation peut-être des parquets, ou que les parquets le fassent d'eux-mêmes, mais peut-être comme le fait un peu le PNF, c'est-à-dire de rentrer beaucoup dans les détails sur comment l'amende a été fixée. Même si ce n'est pas évident, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile, le parquet a quand même fait ce raisonnement, puisque la personne morale a accepté, c'est dans une forme de contractualisation de justice négociée, et que voilà, il pourrait y avoir en tout cas des pistes intéressantes pour mieux faire accepter cette mesure, puisque, pardon, juste pour terminer, la CGIP financière a eu aussi, vous le savez, des critiques pas si éloignées à l'époque, d'opacité, les entreprises vont acheter facilement leur impunité, etc. Aujourd'hui, je crois que les choses vont mieux aussi parce qu'il y a cette pédagogie, cette explicitation, ces lignes directrices, une autorité aussi comme le PNF qui peut faire des lignes directrices, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour un parquet local. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions utiles. Je me permets de... voilà, non pas pour vous couper, mais parce que comme il nous reste une dizaine de minutes et qu'il me reste une ou plutôt deux questions à vous poser et que le président Burgois, après, voilà, peut aussi vouloir en poser. Moi, j'avais une question sur la fabrique de la décision dans le cadre d'une CGIP. C'est-à-dire la manière dont les parties interagissent avec le parquet, peut-être plus une question pour vous et votre expertise, peut-être d'anciens parquetiers. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on va échanger autour d'une table avec les associations un coup, Nestlé ensuite? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la manière dont on fabrique une décision de cette nature et comment on le fait pour juste qu'on ait cet élément de compréhension-là? Alors, quelques éléments sur la CGIP financière, mais a priori qui ne sont pas sans lien avec ce qui se passe en matière de CGIP environnementale, puisque le processus est assez similaire. Peut-être juste avant de parler de ça, de mon expérience, les fameuses lignes directrices de 2023 donnent aussi, sur ce sujet-là, des éléments assez détaillés sur comment une entreprise rentre en contact avec le parquet, comment est-ce qu'il y a ce dialogue qui... vous connaissez sûrement cette notion de foi du palais, cette notion de foi du palais, en tout cas, qui est très usitée dans les instances judiciaires, qui a été un petit peu réhabilitée, en tout cas remise à l'ordre du jour par rapport à la CGIP, puisqu'il y a, comme vous l'imaginez, en effet, beaucoup de off. C'est du off réglementé. La foi du palais, c'est je suis avocat, je veux voir le procureur ou le juge d'instruction, et je peux avoir un espace de dialogue sans que ça apparaisse en procédure. Et c'est considéré depuis bien longtemps, cette foi du palais, comme un élément d'efficacité de la justice pénale, de confiance. D'ailleurs, quand on parle de confiance magistrat-avocat, ça fait aussi partie des mesures importantes. Et évidemment, on peut imaginer que pour une CGIP, plus particulièrement, il faut bien une foi du palais, puisque la CGIP, elle ne va pas apparaître comme ça, effectivement, d'un coup de baguette magique, et qu'il y a une négociation, bien sûr, en amont de cette CGIP qui est signée par la personne morale et par le procureur. Alors, quelques éléments rapides sur comment est-ce qu'on entre en négociation. Il y a beaucoup de manières différentes d'entrer en négociation. Là, vous voyez que dans ce dossier, on voit qu'il y a eu, à la lecture de la CGIP,
il y a eu une prise de contact de la société avec les autorités et un dialogue qui a été fait. On parle de coopération d'ailleurs dans la CGIP. Donc il y a eu une attitude quand même de prise de rendez-vous et de démarche de mise en conformité, mais surtout de coopération. Mais à l'occasion d'un dossier de manière plus globale, ça peut être l'autorévélation des faits qui est prônée par le PNF. Ce n'est pas la situation la plus fréquente, mais le PNF, en tout cas, encourage les entreprises à s'auto-révéler, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une enquête judiciaire, que les entreprises, en effet, viennent d'elles-mêmes voir le procureur. C'est une question de maîtrise du risque. Je considère qu'il vaut mieux aller voir le procureur, d'autant plus que j'aurai une CGIP peut-être plus facilement et des modalités de CGIP plus intéressantes si je vais m'auto-dénoncer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très d'ailleurs anglo-saxon, mais qui a vocation à se développer. Et puis il y a des situations plus classiques, si je puis dire, où l'entreprise informée d'une enquête, informée par une réquisition, par une perquisition, par une audition, par un article de presse, que sais-je, toutes les voies d'information qu'une enquête est en cours et donc dont elle n'avait pas connaissance jusque-là, peut décider tout de suite ou quelque temps après d'aller toquer à la porte du procureur de la République compétent. Et la discussion, elle est initiale, elle est, j'allais dire, assez informelle. Après, la question est à partir de quand on formalise les choses. D'ailleurs, il y a un débat entre le parquet national financier et les avocats sur quels sont les éléments qui vont, enfin, si vous voulez, quelle est la frontière où on passe du off au on, où les pièces vont être versées au dossier, quelle que soit l'issue de la convention judiciaire. Parce que vous voyez bien l'enjeu, c'est que si moi, avocat, j'apporte aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, à un procureur pour une CGIP, par exemple, environnementale des éléments, il faut que je calibre les choses en me disant, si ça ne marche pas, ça pourra quand même être utilisé dans certaines conditions par le parquet pour des poursuites pénales. Mais voilà, mais il y a quand même cette phase effectivement informelle et qui se passe de plein de manières différentes. Mais heureusement, en France, on a encore cette fois du Palais qui a été remise, encore une fois, à l'ordre du jour. Et je pense que si le parquet national financier, je termine, a réussi à s'emparer aussi bien de cette mesure de la CGIP, plus d'une vingtaine de CGIP financières du PNF en 7 ans, ce n'est pas non plus 50 par an, c'est une vingtaine en tout, mais des CGIP significatives, c'est qu'il y avait cette confiance. Il y a ce dialogue entre les personnes morales et leurs représentants et le parquet. Et pour des CGIP que j'ai pu connaître en négociation, c'est beaucoup de réunions, en effet, parfois pour des CGIP importantes, mais c'est un cadre qu'on connaît moins. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une maturité collective, puisque en tant que procureur, en général, les avocats, vous les voyez plutôt parfois dans votre bureau, mais surtout à l'audience. Et là, vous êtes dans une salle plus petite que celle-ci, mais voilà, autour d'une même table, et on discute. Et ça, c'est quand même une petite révolution aussi dans notre culture judiciaire française, mais qui se passe pas si mal, puisque vous savez que la CGIP aujourd'hui est considérée, notamment en matière financière, comme un outil extrêmement utile. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour Monsieur Jeanne, sur plus la partie recommandation. Vous avez tout à l'heure évoqué la question de cette notion d'indivisibilité que je reprends, qui était un premier élément pour lutter contre la connexité artificielle. Je ne sais pas, voilà, quelque chose comme ça en tout cas que vous avez dit. Je reprends. Exactement. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez d'autres recommandations ? Voilà, la CGIP a été un élément dans l'affaire Nestlé Water important qui a suscité de nombreux débats. Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire ? Et Monsieur Filol, bien sûr, si vous avez des recommandations finales, on est également preneur, en sachant qu'il nous reste vraiment là 5, Président. 4 minutes. 4 minutes, voilà. Je peux les faire sous forme de plan détaillé, si vous le voulez bien. Oui, et puis après, il y a complété par l'écrit. Exactement. Parfait. C'est parfait, merci. Moi, je recommanderais effectivement de substituer à la connexité l'indivisibilité. C'est-à-dire que vraiment, l'extension du cadre des infractions qui peuvent être traitées par la CGIP doit reposer sur un concept qui implique que les infractions commises n'auraient pas pu l'être sans les autres. Ce qui ne me semble pas forcément le cas dans le cadre de la connexité. Un autre point qui pourrait vraisemblablement être amélioré, c'est si l'on prend le temps de regarder, je vous l'indiquais dans mon exposé liminaire, il n'y a pas de mesure de mise en conformité interne à l'entreprise qui a été décidée dans le cadre d'une CGIP. Alors ça vient a priori d'une difficulté d'un renvoi textuel, l'article 41.1-3 du Code de procédure pénale en matière de CGIP environnementale, renvoie à 41-1-2 en matière de CGIP financière, et 41-1-2 prévoit une peine complémentaire, qui est la peine complémentaire de mise en conformité, dans laquelle le procureur va pouvoir puiser des éléments de conformité, de mise en conformité. Et il n'y a pas de renvoi.
en réalité, sur cette peine. Et donc, il faudrait probablement étendre, dans le cadre de l'article 41-1-3, dans le contenu des mesures de mise en conformité, eh bien, les contenus qui figurent dans cette peine de mise en conformité de l'article 132-39 du Code pénal. Moi, je relèverai également un point sur lequel il peut y avoir discussion, mais l'intérêt de la CEGIP, c'est de ne pas être exclu de la passation des marchés publics. C'est ça pour une entreprise très concrètement. Pourtant, en matière de CEGIP environnementale, on constate qu'une condamnation du chef d'une infraction environnementale ne participe pas des cas d'exclusion des marchés publics. Donc, si on l'introduisait, il y aurait un moyen de levier vis-à-vis des entreprises. C'est effectivement, encore une fois, l'idée de tarir la source de leurs revenus, donc de leurs revenus, pardon. Donc, ça pourrait être quelque chose qui me semble intéressant à intégrer. Et enfin, ça c'est, comment dire, peut-être un vœu pieux, mais renforcer la motivation. Votre CEGIP, elle ne peut pas avoir, comment dire, elle ne peut pas se développer sereinement dans l'opinion publique tant que vous n'aurez pas une meilleure motivation. Et souvent, bon, je suis moi-même un universitaire, on fait souvent sur Word du copier-coller, on est d'accord. Malheureusement, les magistrats qui viennent valider les CEGIP parfois se contentent de renvoyer à ce qui est écrit dans la proposition, et donc il n'y a aucune motivation substantielle. Alors, je vais essayer d'être aussi respectueux des 2 minutes qui restent. Quelques éléments peut-être. Alors, c'est pas forcément moi qui les, mais en tout cas, je les reprends à mon compte. Vous savez que dans les rapports, notamment de M. Molins de 2022, il y avait aussi beaucoup de préconisations en matière de CEGIP environnementale qui étaient déjà considérées en 2022, donc soit 2 ans après l'entrée en vigueur de cette mesure, considérée comme une mesure efficace. Donc, Monsieur le procureur général et les membres de ce groupe de travail, puisque c'était collectif, mais proposaient de mieux former. Je pense qu'aussi il y a une question de formation. Ça a été un peu évoqué par mon voisin, de mieux former encore plus et toujours les magistrats sur ce droit complexe environnemental, éparpillé, parfois mal écrit et empruntant aussi au droit public et en effet extrêmement technique. Au-delà de ça, c'est renforcer, je pense, la lisibilité en effet des CEGIP, peut-être par voie de circulaire, parce qu'il n'y a pas un parquet comme le PNF qui a une telle compétence. Aujourd'hui, les choses pourraient évoluer sur des extensions de compétences, hein, vous savez, ou un parquet national environnemental, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en tout cas, des lignes directrices, en tout cas sous forme de circulaire, pour clarifier notamment et encourager les procureurs à clarifier les modes de calcul d'intérêt public et le dire dans la CEGIP. Aussi renforcer donc le mode de calcul du préjudice écologique. Et on parle de nomenclature parfois, vous savez, comme d'un TIAC pour le préjudice corporel. Après, c'est compliqué l'environnement, mais ça n'empêche pas de réfléchir à ça pour avoir une forme d'objectivité sur ce point, assurer un meilleur suivi des programmes de conformité. Vous savez que ce même rapport propose une agence. Alors, ce n'est pas forcément la mode aujourd'hui de créer de nouvelles autorités indépendantes, mais en tout cas, réfléchir à qui peut piloter aussi comme une vraie politique en matière environnementale. Et puis j'en viens pour le coup, le judiciaire. Il y a, vous savez, des réflexions et l'Assemblée nationale. Excusez-moi, mais l'OFB pour avoir cette compétence, non? L'Office français de la biodiversité. Oui, elle a une compétence essentielle, mais je pense qu'il ne peut pas être comparé à une autorité de régulation aussi importante. Et puis peut-être... Excusez-moi, je dois 30 secondes de plus. 30 secondes. Non, peut-être des réflexions sur aussi en matière de justice, mais ça qui sont plus globales sur la justice, peut-être sur des extensions de compétences, parquet national financier, parquet européen, puisqu'il y a des liens avec la criminalité financière et une capacité aussi et une pratique de la CEGIP, notamment par le PNF. Et enfin, commun à la CEGIP financière, droit des victimes, toujours une question centrale de réflexion. Comment peut-être améliorer, renforcer les droits des victimes, notamment en informant mieux les associations sur le dispositif et mieux les impliquer peut-être dans la CEGIP. Ça aussi, ça peut être fait par voie de circulaire. Écoutez, merci beaucoup et excusez-moi de vous contraindre dans votre temps, mais on a commencé un peu en retard et compte tenu de nos contraintes. Donc, vous remerciez l'un et l'autre pour cette audition. Vous dire qu'également, je trouve qu'à travers cette audition, on voit émerger quelques propositions d'évolution législative qui pourraient être source de préconisation de M. le rapporteur. Mais moi, je ne fais que présider. Lui, il écrit. Donc, on va essayer dans sa sagesse écrire. Mais enfin, je vais un peu vous contrôler quand ça soit écrivé. Donc, mais même on peut en discuter ensemble. Mais ça serait peut-être intéressant aussi qu'on ait quelques préconisations en matière législative dans ce domaine-là. Et messieurs, n'hésitez pas, vous avez toute liberté
non pas de parole mais d'écriture, et que si vous souhaitez compléter vos propos par des écrits, ils seront les bienvenus. Donc encore merci beaucoup et excusez-moi d'avoir joué ce mauvais rôle de temporalité. Merci beaucoup. Merci.